Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors on parle souvent des aliments transformés, on en parle nous aussi, et des problèmes que ça peut causer, on en parle dans les médias de plus en plus, mais aussi les autorités de santé qui d'ailleurs sont très ambivalentes parce qu'à partir du moment où c'est fait maison, on peut utiliser tout type de produits transformés avec des farines pour faire des gâteaux maison, etc. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et même nous sur Sequoia Santé, on a fait un podcast dédié aux aliments ultra transformés et certains risques qui ont été mis en évidence par certains travaux scientifiques. En effet, c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet qui préoccupe les gens globalement de plus en plus, et c'est sous-tendu par un certain nombre de travaux scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, mais le problème c'est que d'une part la méthode utilisée n'est pas toujours fiable, et deuxièmement il y a une espèce d'amalgame, c'est-à-dire qu'on va mettre des cases avec des produits plus ou moins transformés et on va mettre tout type de produits dedans, alors qu'en réalité leur profil on va dire de bénéfice ou de toxicité entre guillemets ou au long cours est potentiellement extrêmement différent. Or, de plus en plus de personnes qui réintègrent la viande dans leur régime flexitarien par défaut, donc que ce soit sur un mode keto-carni, keto-carniflex, peu importe, se posent des questions sur les viandes transformées. Est-ce que je peux? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Lesquelles? Etc. En effet, les viandes transformées peuvent déjà présenter un intérêt parce que ça permet de varier les plaisirs, mais aussi pour certains, ça peut être, ou en tout cas paraître, meilleur marché qu'une côte de bœuf. Bon, après, quand on ramène au kilo et qu'on voit les choses pour de vrai, c'est loin d'être aussi évident. Mais pour certaines viandes transformées, c'est quand même le cas. Si l'on prend l'exemple du steak haché et de la côte de bœuf, je crois que tout le monde a compris. Et en reprenant l'exemple du steak haché, certaines personnes qui voyagent, qui sont en déplacement, veulent par moment associer la facilité et le budget, et par exemple vont dans un fast-food pour prendre des hamburgers, donc ils vont retirer l'essentiel pour ne garder que le steak et ou le fromage qui est avec. Et ces personnes vont consommer 3-4 hamburgers pour en prendre le steak ou les saucisses du hot dog. Voilà, ça c'est des préoccupations qui sont de plus en plus nettes et pour lesquelles on est de plus en plus sollicité. Alors bien sûr que les viandes transformées en soi, ça ne peut pas être idéal, mais la véritable question, c'est est-ce que ces viandes transformées sont véritablement plus nocives qu'un bol de pâtes complètes, par exemple. Bref, que penser de certaines viandes transformées, comme les charcuteries, au sein desquelles du jambon fumé, ou du saucisson, des saucisses, par exemple. En clair, les viandes transformées sont-elles toutes à bannir? Et si ce n'est pas le cas, comme nous allons raisonnablement le voir, je pense, lesquelles préférer et éventuellement dans quelle situation ça pourrait dépanner. Voilà, Victor, c'est ce que tu vas nous expliquer dans ce podcast. Très bien. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos newsletters qui sont donc les conseils secrets de Sequoia Santé. Il y a eu quelques incidents techniques ces derniers temps qui ont fait qu'il y a eu une période d'interruption et que nous reprenons. Voilà, donc on sera heureux de vous voir sur les conseils secrets de Sequoia Santé. Le lien figure dans le descriptif. Première question, Victor, commençons par le commencement finalement. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement un aliment transformé ? Alors un aliment transformé, c'est un aliment qu'on ne trouve pas à l'état naturel et qui a subi une étape de transformation avant sa consommation. Alors par contre, la cuisson d'un aliment frais et entier n'est pas considérée comme une transformation. La cuisson, c'est plutôt à considérer comme une méthode utilisée par l'homme pour en quelque sorte prédigérer les aliments et permettre d'en extraire plus d'énergie avec moins de digestion et au passage de tuer de potentiels micro-organismes infectieux. Donc, en fait, chez Homo sapiens, la cuisson, ça fait quasiment partie intégrante de la digestion. C'est très très intégré depuis des centaines de milliers d'années. Et Victor, est-ce qu'il n'y a pas des classifications qui permettent de ranger ces aliments transformés? Alors il y en a une qui est pas mal utilisée, qui s'appelle la classification NOVA et qui sépare les aliments entre 4 groupes distincts. Donc on a les NOVA 1 qui contient les aliments peu ou pas transformés, à savoir les parties comestibles des plantes ou des animaux qui ont été directement prélevés dans la nature et qui sont consommés tels quels. On a le groupe NOVA 2 qui contient des ingrédients culinaires, comme de l'huile, du sucre ou de l'amidon, donc qui sont eux-mêmes produits à partir des aliments NOVA 1. Ensuite, on a le groupe NOVA 3 qui contient les aliments transformés, par exemple du pain fraîchement cuit ou alors des légumes en boîte de conserve ou de la charcuterie, donc ces aliments qui sont obtenus en combinant des aliments NOVA 1 et NOVA 2.
Et ensuite, on a le groupe Nova 4 qui contient les aliments dits ultra transformés. Donc par exemple, les produits prêts à consommer, qui sont dérivés à partir d'aliments des groupes 2 et 3, auxquels on ajoute des procédés industriels. Mais alors, cette échelle Nova qu'on présente comme nouvelle depuis un moment, donc elle est plus si nouvelle que ça, donc elle a énormément de succès, mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Bon, comme tous les indicateurs, hein, ça a ses limites. Par exemple, cette classification inclut le sel dans le groupe 2, alors que le sel n'est pas à proprement parler un aliment. C'est un minéral, hein, il n'y a pas de valeur nutritionnelle. C'est donc un modèle qui sent un petit peu le parti pris, et les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Et on vous met à titre d'illustration un des articles qui justement réfute, pas forcément pour des raisons qu'on partage d'ailleurs, mais qui réfute quand même pour certaines bonnes raisons cette classification Nova. Ok. Alors Victor, pourquoi est-ce que diable on transforme ces aliments? Bon là, il y a quand même beaucoup de raisons, hein. Tout d'abord, certains aliments ne peuvent pas être consommés frais et entiers chez l'homme. C'est le cas par exemple des céréales et en théorie du lait de vache. Ces éléments nécessitent pour les céréales d'être raffinés et pour le lait d'être fermenté pour pouvoir être consommé. La transformation permet aussi à certains aliments d'être rendus moins périssables et donc de pouvoir être stockés. C'est notamment le cas des boissons alcoolisées qui permettent de valoriser les fruits autrement périssables. La transformation permet aussi de valoriser certaines parties des aliments qui sont habituellement perdus. Le goût peut aussi, lui, être travaillé. Par exemple, avec la transformation, on peut ajouter des exhausteurs de goût comme le sel ou le sucre pour rendre certains aliments plus attirants. Et puis surtout, cette transformation permet une production alimentaire industrielle. Ça permet d'augmenter énormément les rendements et puis ça permet aussi de faire de l'engineering dans la conception des goûts et des compositions. Et puis un dernier point qu'on peut citer, c'est le gain de temps, donc le gain de temps pour le consommateur avec des produits prêts à consommer qu'on peut emmener et manger tel quel. Et si on se place dans un référentiel évolutionniste, comme on le fait chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire presque tout le temps dans Sequoia Santé, donc d'un point de vue évolutionniste, quel problème une alimentation faite de produits transformés peut-elle causer? Le problème principal, c'est qu'on présente à l'organisme des aliments pour lesquels l'évolution ne nous a pas adaptés. Alors, le système digestif, il évolue en soi depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années, et il permet aux organismes d'extraire de l'énergie des ressources disponibles. Certains éléments de la digestion sont très stables dans les différentes espèces, bien qu'on les retrouve sous différentes formes d'une espèce à l'autre, hein, mais par exemple, avoir une bouche, un bec, une langue, un estomac, un foie, c'est des choses qui sont très répandues dans la nature. Et ensuite, chaque espèce présente des particularités en fonction de la niche qu'elle occupe dans l'écosystème. Mais les aliments transformés n'ayant jamais été présents dans la nature avant leur production par l'homme, aucune espèce n'a évolué pour s'en nourrir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les manger, bien sûr, hein, mais les conséquences métaboliques de tels aliments n'ont jamais été un facteur évolutif jusqu'à très récemment. Quand je dis très récemment, on parle depuis le début de l'agriculture, et cela a potentiellement des conséquences négatives, en plus des conséquences positives qu'on y trouve, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on a énuméré avant, augmenter les stocks de nourriture disponibles, pouvoir la conserver plus longtemps, que ce soit prêt à consommer. Donc il y a les choses positives, elles vont de soi, mais c'est plutôt les conséquences négatives qui sont plus difficiles à percevoir. Bon, par ailleurs, l'homme n'en est pas du tout à son coup d'essai, hein. Le début de la cuisson des aliments aurait commencé il y a environ 1 million d'années avec Homo ergaster, et cette cuisson a abouti à de multiples mutations et évolutions chez le genre humain, aboutissant à une nette augmentation du volume de la boîte crânienne et du cerveau, et à une diminution de la taille du tube digestif visible chez les Homo sapiens que nous sommes. Mais bon, ça c'est quand même l'œuvre de centaines de milliers d'années, hein. Alors plus récemment, avec le début de l'agriculture, on a vu une autre évolution, c'est la conservation de la lactase à l'âge adulte. C'est une enzyme qui permet la digestion du lactose, un sucre présent dans le lait. Avec la consommation des produits laitiers à l'âge adulte, cette enzyme qui n'est normalement présente que dans l'enfance se retrouve maintenant à l'âge adulte chez de nombreux Homo sapiens, mais pas chez tout le monde encore. Bon, mais ça c'est une mutation mineure d'un point de vue génétique, et pourtant ça a quand même pris des milliers d'années. Et c'est loin de concerner toute l'humanité. La production massive d'aliments transformés par des processus industriels, ça c'est très récent. Et on n'est pas du tout sur des durées ayant permis à la biologie humaine de s'adapter. Donc ça c'est pour la théorie, puis dans la pratique, on observe quand même une explosion de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies neurodégénératives, des maladies inflammatoires et des cancers. Alors il est vrai que la corrélation ne veut pas dire qu'il y a cause à effet. Mais chez l'individu, on peut clairement observer l'apparition des maladies métaboliques en cas de consommation des aliments transformés.
et la disparition de ces maladies lorsqu'on supprime tous ces aliments transformés de l'alimentation. Ça pose également le problème des additifs et de certains procédés industriels appliqués à la transformation des aliments, comme l'ajout de graisses dites trans par exemple, qui produisent des situations métaboliques inconnues pour l'organisme, et dont on ne sait comment elles sont gérées, ni leurs conséquences à long terme. Par exemple, on ne sait pas si ces acides gras sont intégrés aux membranes de nos neurones ou d'autres cellules, et s'ils n'entraînent pas des dysfonctionnements. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on découvrira au fur et à mesure. Oui, et ça va être du boulot pour nous. Très bien, si on laisse tomber ces catégories du coup très artificielles, avec les partis pris contre le sel, très à la mode, etc., et qu'on essaye de raisonner de façon plus physiologique, quelles seraient les grandes catégories d'aliments transformés? Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu ce point? La première catégorie, et d'ailleurs ça a été la première catégorie historique, parce que c'est les premiers aliments qui ont été transformés, ce sont les végétaux. Et les végétaux, ils ont pour particularité d'être non consommables tels quels, et donc le processus de transformation est obligatoire pour les consommer. Et donc il y a bon nombre de végétaux qui n'ont jamais fait partie du régime d'Homo sapiens jusqu'à récemment. Alors ces végétaux, ils peuvent également accumuler des métaux lourds et produire des substances toxiques chez l'homme, ou des allergènes, comme les lectines pour ne citer qu'elles. Évidemment, hein, en les raffinant, on arrive quand même à éliminer en général pas mal de substances toxiques, parce que si un aliment est trop toxique, ben, il ne va pas être consommé, hein, mais il y a quand même de la toxicité au long cours qu'on ne voit pas forcément immédiatement, ou alors de la toxicité plutôt allergique qui va plutôt agir en fond de cours et créer de l'inflammation, pareil, qu'on ne va pas forcément voir immédiatement quand on va consommer l'aliment. Donc la deuxième grande catégorie de produits transformés, c'est les viandes. Certains sont 100% viande, d'autres peuvent être mélangés avec du soja, des conservateurs, des exhausteurs de goût, du sucre, de l'amidon. Et la dernière catégorie d'aliments transformés, ce sont les produits laitiers, donc en général que l'on fait fermenter pour pouvoir mieux les digérer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fromages. Donc, trois catégories qui sont pour nous les catégories de base, donc produits végétaux, produits animaux et les produits laitiers. Voilà. Ça, c'est vraiment la base parce que le corps se comporte différemment et de façon beaucoup plus homogène au sein de ces trois catégories. Et ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre, bien entendu. Mais c'est vraiment une classification qui a une grosse logique, à la fois d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue évolutionniste. Après, peut-être juste une remarque. Quand on dit que historiquement les premières transformations concernaient des végétaux, il faut l'entendre dans le sens les premières transformations obligatoires pour pouvoir les consommer. Il suffit de se rendre au milieu d'une forêt et prendre au hasard n'importe quel végétal pour savoir quelle est la proportion de végétaux toxiques pour l'homme, même à court terme. Voilà. La viande a été probablement un peu transformée depuis longtemps. Il y a le pemmican qui est quand même assez récent. Et il y a de la viande séchée qui peut-être est plus ancienne. Mais là, on est dans des transformations un peu différentes, légères, et en plus qui ont plus pour objectif d'aider à la conservation, ce qui est aussi donc une des raisons de la fermentation des produits laitiers, qui permet la conservation. Alors, parlons preuves scientifiques. Est-ce qu'on a beaucoup de preuves aujourd'hui, voilà, des preuves suffisantes, suffisamment solides, concernant les risques sur la santé, la toxicité des aliments transformés? Oui et non, ça dépend des aliments en fait. Et puis, comme ces processus industriels restent quand même récents à l'échelle de l'humanité, c'est vrai qu'on manque aussi de recul. Peu de vraies études existent, et les études qu'on a, c'est surtout des études épidémiologiques. Donc comme on le répète souvent, les études épidémiologiques ne constituent pas des niveaux de preuve assez élevés d'un point de vue scientifique pour pouvoir tirer des conclusions. Cependant, il semble clair que certains aliments transformés sont dangereux. C'est le cas par exemple des crèmes glacées et des gâteaux. Mais pour d'autres, c'est moins clair. Et il est également des fois difficile de savoir ce qui est dangereux dans la transformation. Alors là où on n'a pas trop de doute, c'est concernant les sucres ajoutés, et puis certains additifs, et également l'oxydation de certains composés fragiles comme les graisses végétales, donc les acides gras trans dont je parlais plus tôt. Pour ces éléments, on a malheureusement assez peu de doutes concernant le danger qu'ils représentent. Donc au vu des limites que tu viens d'expliquer,
j'imagine qu'on sait encore moins quel type d'aliments transformés sont les plus dangereux, quels sont les moins dangereux par exemple. Bon, encore oui et non. Pour certains, c'est assez clair et pour d'autres, on ne sait pas trop. Alors, pour éclaircir cette situation et revenir sur le début de notre podcast qui concerne donc les viandes transformées à proprement parler, on a déjà fait un podcast sur les risques liés aux produits transformés en général. Et là, le but d'aujourd'hui, c'était vraiment de s'attaquer à ce problème très spécifique des viandes transformées. Et pour revenir à ce problème des viandes transformées, a-t-on globalement les mêmes problèmes avec les viandes transformées qu'avec les végétaux transformés? Non, pas en général. C'est-à-dire? Ça peut surprendre dans le contexte de l'idéologie végano-industrielle dominante, mais on va prendre deux exemples. Par exemple, si je prends la charcuterie en général. Le surrisque de cancer colorectal supposé par l'OMS est plus 17% en risque relatif. Donc non significatif médicalement, et c'est un peu comme la viande rouge non transformée. Ça veut dire qu'on passe d'un risque de 5% dans la population générale à un risque de 5,8% chez des gens qui consommeraient de manière importante ces aliments. Donc une augmentation de même pas 1% dans la population générale, de 5 à 6%. Voilà, pour nous, c'est pas quelque chose de significatif. En revanche, si on joue à armes égales et avec les mêmes études épidémiologiques, l'hyperinsulinisme qui est causé par la consommation des glucides augmente le risque de cancer colorectal de plus 100% à plus 300%. Et donc là, on passe d'un risque de cancer colorectal qui est de 5% dans la population générale à environ 10%, voire 20% chez des personnes hyperinsuliniques. Alors, je rebondis sur cet exemple qui est criant. C'est-à-dire que statistiquement, le plus 17% était significatif, mais d'un point de vue médical, bon, Victor vient de préciser les choses, et on peut même dire qu'aussi, pour les plus curieux, d'un point de vue mathématique non plus. On estime que lorsque un surrisque ne double pas au minimum le risque, c'est-à-dire plus 100%, la probabilité qu'il soit en fait faux, que ce soit un artefact mathématique ou de méthodologie, est énorme. Voilà. Donc, c'est en ce sens où un surrisque est globalement médicalement pertinent, médicalement significatif, lorsqu'il l'est aussi au niveau mathématique. Il n'y a que les statistiques qui ne sont pas tout à fait des mathématiques, qui sont une application particulière, qui nous permettent de dire « Ah oui, on va prendre du plus 17 ». Et le problème, c'est que les gens entendent 17, et 17, ça fait peur, mais c'est plus 17. Donc en fait, c'est le principe des soldes. C'est comme si vous faites un plus 17%, donc des soldes à l'envers, vous faites une augmentation de plus 17%, mais 17% de votre prix de départ. Donc si vous achetez votre viande, pour rester dans le sujet, et que votre viande a pris plus 17%, c'est plus 17% du prix de départ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un raisonnement hyper important pour mieux comprendre pourquoi certains risques sont plus que douteux, plus que discutables. Et encore, on n'a pas pris les études les plus méchantes, qui peuvent aller sur des augmentations de plus 700%, mais là on est dans des cancers hépatiques, on a voulu rester vraiment comparatif. Voilà, donc ça c'est vraiment une base de notre raisonnement, on l'explique dans un podcast sur notre méthode Sequoia, on ne va pas revenir plus là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour illustrer ça, il y avait une alerte il y a quelques mois d'un organisme de santé américain qui a vu une explosion des cancers colorectaux entre l'âge de 40 et 50 ans, puisque c'est un âge où il n'y a pas la coloscopie qui permet d'enlever les tumeurs précancéreuses et donc quelque part de tricher sur les chiffres. Alors tricher, heureusement, parce que quand même on diminue les cancers, mais du coup on ne voit pas leur augmentation. Alors que là, entre 40 et 50 ans, comme ces cancers qui pour le coup se préviennent très très bien par la coloscopie, ne sont pas prévenus puisqu'elles commencent à partir de l'âge de 50 ans, comme dépistage, eh bien il y a une augmentation de 2% en moyenne par an sur 10 ans, ce qui fait 20% d'augmentation du cancer colorectal. Donc on revient, pour terminer sur cette partie un petit peu plus technique, et après on va passer sur des choses beaucoup plus pratiques, parce que j'ai encore quelques questions. Et donc cette augmentation considérable des cancers colorectaux juste sur la tranche d'âge 40-50 ans, voilà, ça illustre parfaitement ce surrisque très très important en soi lié à l'hyperinsulinisme. Et par exemple, si je peux rebondir là-dessus pour prendre une des relations de cause à effet qui est largement admise en médecine, donc c'est le lien entre tabagisme et cancer du poumon. Là, l'augmentation du risque relatif, c'est entre 1,4 et 15 fois. Et 15 fois, ça veut dire 15 fois, ça veut dire plus 1500% de risque de faire un cancer du poumon chez un gros fumeur. Donc là, c'est
Là, c'est extrêmement significatif. Ça veut dire qu'on augmenterait entre 40% et 1500%, quoi. Là, quand on parle de manger de la charcuterie qui augmenterait de 17%, on n'est pas du tout significatif. Bon, chose pratique maintenant, au sein des viandes transformées, quelles sont celles qu'il faudrait privilégier par rapport à d'autres, par exemple, si on en consomme? Alors, par ordre de préférence, tout d'abord le steak haché ou la chair à saucisse. Donc ça, c'est des produits peu transformés, hein. C'est de la viande qui est hachée en charcuterie ou qu'on peut même hacher soi-même. Donc d'un point de vue nutritionnel, c'est très intéressant et puis ça peut être pas cher du tout en plus. Donc sur ces produits-là, nous, chez Sequoia Santé, on n'a aucun problème. Ensuite, dans le deuxième groupe, on pourrait citer les charcuteries qui sont très peu transformées et surtout non sucrées. Donc comme le jambon cru par exemple, le lonzo corse ou la viande de grison. Donc, ça pareil, hein, pour nous c'est ok, surtout que c'est rarement la source principale de l'alimentation. Ensuite, troisième groupe, on va citer les charcuteries de type saucisse et saucisson. Donc ça c'est aussi ok occasionnellement, mais attention au sucre ajouté dans certains cas. Donc le dernier groupe, c'est plutôt les viandes industrielles, type cordon bleu ou viande en beignet. Donc là, c'est souvent associé soit à des glucides industriels ou à des graisses industrielles. Et donc sur cela, attention. Ça, c'est vraiment ceux qui sont à éviter. Bon, pour conclure, donc les viandes transformées peuvent être choisies pour varier, pour introduire un peu de diversité. Elles peuvent être choisies aussi par commodité dans des transports, dans des voyages, dans des trajets, via les exemples qu'on a donnés. Elles peuvent être choisies également par des gens qui vivent parfois seuls et qui ne savent pas cuisiner ou qui ne souhaitent pas cuisiner, voilà, par commodité. Ça peut être enfin choisi parfois pour des raisons économiques, des raisons financières, même si encore une fois, il faut souvent faire les calculs à deux fois. Mais voilà, la peur du produit transformé, qui est une peur plutôt logique en soi, a diabolisé ces viandes transformées, qui ne le sont pas toujours tant que ça, loin de là, et tous les produits transformés ne sont pas tous aussi dangereux les uns que les autres. Et dans le cas des viandes transformées, on a vu que certaines méritaient qu'on puisse s'y intéresser, notamment dans un certain nombre de situations. Bref, même un saucisson fera toujours mieux qu'un bol de pâtes, n'est-ce pas Victor? Oui, je pense que c'est la morale de ce podcast. Bon, merci Victor, à très bientôt. Merci Boris. À bientôt, prenez soin de vous. À bientôt, prenez soin de vous.